Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Simple, un podcast simple avec des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'histoire de quelqu'un qui vient de loin, qui habite dans un pays lointain, mais je ne vais pas vous dire quel pays, elle pourra en parler mieux que moi. Cassandre, salut, comment ça va aujourd'hui ? Salut, ça va super bien. Et toi ? Ça va bien. Cassandre, tu viens d'un pays lointain, pour l'instant, j'ai pas dit où. Comment ça s'est passé, ton arrivée avec le décalage horaire ? Est-ce que t'es pas trop décalqué ? Oui, si. Bah là, ça va mieux. Mais pour vous donner un indice, du coup, c'est 7 heures de décalage horaire. Pas dans le bon sens ? Il y a 7 heures d'avance là-bas. Donc quand je retourne en France, c'est 7 heures en arrière. Je retourne dans le temps, quoi. Voilà. Non, c'était compliqué. Parfois, ça va. Parfois, c'est plus dur. Et là, c'était un moment où c'était un peu plus dur. Là, c'était dur. C'est la première fois en 2 ans que c'était dur comme ça. J'espère que ce sera la dernière fois pour toi. Ouais. Cassandre, aujourd'hui, tu es la bienvenue sur Simple pour parler de ton histoire. Cassandre, qu'est-ce que tu vas... Cassandre, qu'est-ce que tu vas... Oh là là. Cassandre, qu'est-ce que tu vas... Mais putain. J'allais dire jamais 203 dans ma tête. Cassandre, qu'est-ce que tu vas nous Qu'est-ce que raconter ? tu vas ? Cassandre, qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Quelle est ton histoire extraordinaire ? Ou ton métier extraordinaire, peut-être ? Oui. Alors, du coup, j'habite aux Philippines et je suis biologiste marin là-bas. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de tout ça. On va parler un peu de la biologie marine. Mhm. Est-ce que ton travail, par exemple, ça peut être de plonger avec les requins, plonger avec les baleines, ou pas du tout ? Tu peux nous expliquer ça. Dans un premier temps, tu viens de dire que tu étais biologiste marine. Déjà, en quoi ça consiste, le métier de biologiste marine ? Alors, c'est très vaste déjà, le milieu de la biologie marine de manière générale. Donc moi, je travaille aux Philippines et je travaille pour les aires marines protégées. Mais il y a plein de domaines dans la biologie marine de manière générale. Il y en a qui sont plus dans le milieu du droit, vraiment le droit international, le droit de la mer, c'est très important. Il y a beaucoup d'enjeux politiques par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui sont sur plus le côté économique. Donc créer des business qui profitent à tous, qui sont respectueux de l'environnement, etc. Plus le milieu de l'aquaculture. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la recherche, donc en labo. Donc biologiste marin, ça peut être très très vaste. En général, on pense toujours que c'est forcément un plongeur et qu'on est pendant toute l'année en mer. C'est pas forcément le cas. Parfois, il y a des campagnes en mer, des campagnes de recherche. Et après, il y a plusieurs mois, voire années d'analyse de données en laboratoire ou sur l'ordinateur après ça. Ok. C'est-à-dire que toi, en tant que biologiste marine, du coup, tu fais des analyses, ça t'arrive de plonger ? Oui. Donc j'ai commencé la plongée assez jeune et j'utilise ça maintenant aux Philippines. Du coup, il m'arrive de faire de la plongée, de faire de l'apnée aussi. Mais il y a aussi beaucoup de travail sur l'ordinateur, juste le côté statistique après la collecte de données pour pouvoir faire les rapports, écrire les rapports de recherche, les rapports scientifiques, les rapports pour le gouvernement aussi, parce que comme je travaille avec les aires marines protégées, peut-être qu'il faudrait définir ce que c'est après, mais c'est très politique finalement aussi, donc on a beaucoup de rapports à faire. Il y a aussi tout le côté juste gestion du budget, parce que je travaille pour une ONG, donc une organisation non gouvernementale, n'est-ce pas ? Et donc il y a des budgets un peu stricts aussi, qu'il faut savoir gérer pour toutes les campagnes. Donc il y a une partie en mer, mais il y a aussi une grosse partie qui se fait sur l'ordinateur ou en tout cas dans un bureau. Et du coup, ça consiste en quoi ton métier d'un point de vue très terrain ? C'est-à-dire que tu vas mettre des sondes sous l'eau, ou je sais pas, tu vas récupérer des algues, ou tu vas mettre des sondes sur des baleines ou des requins. C'est quoi un peu vraiment les missions spécifiques et qu'est-ce que tu analyses et comment tu les analyses en fait ? Du coup, pour les aires marines protégées, déjà, on veut savoir si ce qu'on protège et si les réglementations qu'on a dans les aires marines protégées fonctionnent ou pas. Donc, notre travail, c'est déjà de collecter des données dans les aires marines et en dehors. Ces données-là, donc on retourne toujours aux mêmes endroits. On a des endroits spécifiques donc qu'on appelle des monitoring stations, où on retourne toujours en plongée. Donc, on collecte des données, des photos, par exemple des coraux, à un endroit très spécifique. On a les coordonnées GPS.
Et il y a aussi un de mes collègues qui collecte toutes les données sur les poissons, donc tous les poissons de récif, parce que du coup, forcément, aux Philippines, c'est tropical, donc récif corallien. Euh, donc, il y a toute une partie de l'année où on fait des campagnes comme ça. C'est environ tous les 6 mois pour certains poissons et tous les 2 ans pour l'intégralité des poissons des récifs. Et ça se passe comment? Vous plongez une fois, vous faites des photos, ou c'est une semaine où vous plongez tous les jours ou... Donc, on a ces stations auxquelles on retourne tout le temps. On va une fois par station. Et donc, en général, on met une grande ligne sous l'eau qui s'appelle un transect de 50 mètres. Et donc, il y a une personne qui va prendre les photos tout le long de cette ligne des coraux. Et il y a la personne qui est responsable des poissons qui va collecter les données sur les poissons le long de cette même ligne. Et après, on retire le transect. On remonte à la surface après la plongée. Et on va au site d'après, donc à la prochaine station. Si c'est clair. Ouais, si, c'est très clair. Comment est-ce que vous analysez ces données? Est-ce que c'est-à-dire que tu regardes les photos et tu dis, les photos de l'année passée, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, on peut voir que le corail s'est un peu blanchi, etc. Ou est-ce que vous faites des analyses biologiques, je veux dire, avec un scalpel, je ne sais pas quel est votre matériel. Est-ce que vous avez des scalpels? Est-ce que vous faites vraiment des analyses au microscope ou... On pourrait, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on prend vraiment, pour les coraux en tout cas, on prend vraiment que des photos. On analyse ce qu'on appelle le genre, parce qu'il y a le genre et l'espèce. Pour les coraux, en Indo-Pacifique, on ne peut pas déterminer l'espèce parce qu'il y en a trop, c'est trop compliqué. Et il faudrait justement faire des analyses en laboratoire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est déterminer le genre des coraux. C'est le nom latin, la grande famille, quoi, on va dire, par rapport aux photos. Et on voit aussi l'état de santé du corail, donc en fonction de la couleur, surtout. Et ça, c'est une fois tous les 2 ans. Et après, on estime aussi le pourcentage du transect, donc tu sais, la ligne dont je te parlais plus tôt, où il y a du corail. Donc par exemple, on va regarder le coraux, mais on va aussi regarder où est-ce qu'il y a du sable, où est-ce qu'il y a des coraux morts, c'est une autre catégorie, où est-ce qu'il y a des rochers, où est-ce qu'il y a des algues. Et après, ça nous donne un pourcentage de chaque catégorie. Et on peut savoir si au fil des années, il y a de plus en plus de coraux. Donc par exemple, on est passé de, 66 à 68% de couverture de corail, ou si justement ça baisse et on a beaucoup plus de coraux morts ou beaucoup plus d'algues au fur et à mesure du temps. Et maintenant, on essaie de travailler avec l'intelligence artificielle aussi pour gérer tout ça, parce que c'est une banque d'images énorme. Et c'est aussi super compliqué. Si jamais certains qui nous écoutent connaissent un peu les coraux en Indo-Pacifique, c'est vraiment les plus diversifiés de la planète. Il y a énormément de catégories différentes. Du coup, c'est vraiment compliqué de déterminer justement le genre dont je parlais plus tôt, surtout à partir d'une photo. Donc, l'intelligence artificielle peut aider à faire ce travail-là. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ok. J'espère que ça répond à la question. Si, sa réponse est très très claire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, biologiste marine, en fait, c'est pas être constamment sous l'eau, c'est aussi vraiment être dans un bureau, analyser. Voilà, c'est pas l'image qu'on imagine, je sais pas, des films où les gens plongent constamment, sont tout le temps sous l'eau à tout analyser. Il y a vraiment une grosse partie de bureau, entre guillemets. Oui, ça peut. Par exemple, il y a beaucoup de mes anciens collègues ou de mes amis qui travaillent maintenant pour des resorts de 5 étoiles. Souvent, c'est vraiment les resorts luxueux qui ont leur propre biologiste marin, par exemple aux Maldives ou aux Seychelles. Et dans ces cas-là, ils partagent leur temps entre restauration corallienne, entre gestion des aires marines protégées, donc là, comme j'en ai parlé un petit peu, et ils font aussi la visite pour les clients, quoi. Enfin, pour les guests, comme ils disent. Donc, dans ces cas-là, eux sont tous les jours quasiment dans l'eau. Ouais, mais c'est vraiment donc une branche spécifique de ce travail. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Toi, c'est un truc que tu aimerais bien faire, ça, un peu plus tard? Je pense pas. C'est plus le côté tourisme, je pense, qui serait un peu lassant, parce que j'ai envie d'aller plus loin dans la recherche, on va dire. Après, j'ai déjà eu des opportunités de le faire. On ne sait jamais. Ça se trouve dans les prochaines années. C'est aussi un milieu assez particulier, d'après ce que mes amis m'en ont dit. Par exemple, aux Maldives, il y a des îles privatisées où c'est que des étrangers. C'est plus du tout accessible aux locaux.
où tous les biologistes marins sont que des étrangers aussi, on ne forme pas du tout la population locale. Donc c'est plus, il y a des raisons un peu éthiques et sociales derrière qui, moi, ne collent pas trop à mes valeurs parfois. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les resorts, c'est pas le cas. Mais par exemple, là, dans l'exemple des Maldives, c'est un peu spécial. Et du coup, ouais, l'ambiance est un peu particulière. Et on est aussi très, très isolé, du coup, dans ces petits atolls-là. Ouais, c'est vraiment le bout du monde, quoi. Donc, pour quelques mois, peut-être, mais pour une longue période, je pense pas que ça m'intéresserait plus que ça. Travailler dans la biologie marine, c'est quand même un métier qui est assez peu commun. Euh, Pourquoi tu as voulu être biologiste marine? Quelles études tu as fait? En fait, voilà, c'est un peu ça. C'est quoi ton parcours scolaire pour travailler là? Mhm. Et c'est quoi tes motivations? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais j'ai envie d'analyser l'eau, j'ai envie d'analyser le corail? Mhm. J'ai entendu au tout départ, tu parlais que tu avais commencé à plonger très tôt. Est-ce que c'est un lien avec ta passion pour la plongée ou pas du tout? Mhm. Je pense que c'était bien par rapport à ma personnalité. Enfin, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait naturellement. Parce que, oui, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de commencer la plongée assez tôt. Parce que ma tante faisait de la plongée. Donc, c'est par elle que j'ai commencé. Donc, quand j'avais 12 ans. Ma première plongée, c'était quand j'avais 8 ans. Donc, vraiment, ça remonte. Déjà. Et ouais, j'ai eu l'opportunité de devenir aussi monitrice à 18 ans. Mais en parallèle de ça, dans les études, plus le côté scolaire, j'aimais vraiment beaucoup les sciences de manière générale, mais j'aimais aussi beaucoup l'art, donc j'ai failli aller en école d'art. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que avec le système de Parcoursup, quand j'ai dû choisir entre toutes les écoles dans lesquelles j'étais acceptée, j'avais le choix entre biologie, astrophysique, école d'art ou architecture, je crois. Enfin, c'était vraiment 4 domaines qui m'intéressaient beaucoup. Et en fait, vous savez, comme dans le système, il fallait faire un choix avant une certaine date, sinon on donne notre place à quelqu'un d'autre. J'avais jusqu'à minuit pour faire un choix à ce moment-là, et du coup j'ai fait trop. Et c'est tombé sur la fac de biologie générale du coup. Et voilà, et j'y suis allée, et j'ai aucun regret. Mais du coup, après j'ai fait cette fac de biologie, donc à la Cato à Lille. Voilà, je ne recommanderais pas la fac spécifiquement, mais ouais. Mais en tout cas, le cursus était très général, c'était pas du tout appliqué à la biologie marine. Ensuite, j'ai fait un master, du coup, là, spécifiquement en biologie marine, et à Nice. Voilà. Et c'était un master international, parce que forcément, en sciences, tout est en anglais. Donc, et surtout en biologie marine, comme ça donne aussi un pied à l'international, comme je savais déjà que je voulais bouger. Et voilà. Et en fait, ouais, c'était vraiment... après la licence, on me disait toujours que c'était impossible de faire de la biologie marine. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes entendent de manière générale, que les métiers qu'on veut faire, c'est impossible, c'est trop dur, tu devrais choisir quelque chose d'autre. Enfin, j'aurais pu devenir ingénieur, par exemple. Il y a beaucoup plus d'emplois qu'en biologie marine. Donc, je me souviens qu'au moment où j'ai fait ce choix de vraiment candidater pour les masters en biologie marine, j'avais mon cœur qui battait. C'était vraiment une grosse décision, quoi. Et voilà, et j'ai eu la chance d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mais effectivement, c'est compétitif. Après, avec du travail, forcément, et surtout la passion, je pense, ça peut faire la différence comparé à beaucoup de personnes. C'est marrant quand même d'entendre qu'en fait, finalement, c'est pas le fruit du hasard, mais tu as quand même fait trou-trou sur 3 trucs qui te plaisent. Et puis, bon, bah, je vais prendre ce qui me plaît, quoi, et on verra. Je vais faire trou-trou et on verra. Et au final, aujourd'hui, tu es hyper heureuse, hyper contente dans ton travail. Ouais, c'est ça. C'est un mix entre le hasard et vraiment ma personnalité, entre l'amour pour les sciences et l'amour pour la plongée qui s'est mis ensemble, quoi, pour devenir mon métier. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. Le hasard est bien fait dans ce cas-là. Carrément. C'est-à-dire que si on compte avec le système français, tu as un Master 2, du coup. Pour ceux et celles peut-être les plus jeunes qui ne parlent pas, un Master 2, c'est-à-dire qu'en fait, après le bac, les années après le bac, tu as une licence. Licence, c'est bac plus 3, c'est 3 ans après le bac. Et à bac plus 3, licence, bac plus 5, donc bac plus 5 ans, on attaque donc un master. Donc un master 2, master 1 c'est 4 ans, master 2 c'est 5 ans, après c'est un doctorat, etc. Mais demandez à l'ONICEP. Question très pratico-pratique, avec un master 2
donc en biologie marine, en travaillant aux Philippines. T'es payé combien? Est-ce que ça va pour vivre? Est-ce que t'es bien payé, mal payé? Est-ce que... Voilà, c'est quoi aussi ta réalité de vie? Ouais, bah, de manière générale, je dirais en biologie marine, en biologie, de manière générale, on n'est pas très bien payé. Même après un doctorat, parce que là, je pourrais continuer un doctorat et faire un post-doctorat, même encore plus. On gagne, on va dire, en France, entre 2000 et 2005 par mois. Mais 2005, c'est plus en fin de carrière, quoi. Même avec un doctorat. Euh, du coup, bon, c'est assez pour le vivre, mais forcément, comparé au niveau d'études demandé et à la difficulté des études, c'est Et assez... autant qui a été mis dedans, quoi. Ah bah, c'est clair, ouais. Euh, donc, donc, ouais, en France, c'est dans ces tranches-là. Certains gagnent un SMIC aussi, hein. Moi, là, aux Philippines, le salaire moyen aux Philippines, c'est environ 250 € par personne par mois. Là, comme l'organisation pour laquelle je travaille est française, on s'est mis d'accord pour un entre-deux entre la France et les Philippines. Donc, en plus, je gagne mon salaire en euros, donc ça, c'est quand même avantageux. Mais sinon, aux Philippines, les salaires sont assez bas, beaucoup plus bas qu'en France, c'est sûr. Le niveau de vie est beaucoup plus bas, mais ça reste quand même très limité. Je dirais qu'il y a aussi très peu de biologistes marins aux Philippines de manière générale. Il y en a peut-être une vingtaine sur tout le pays, alors que pourtant c'est le pays avec le plus de biodiversité marine au monde. Mais ouais, pour niveau prix, du coup, c'est ça. Il faut compter en France, environ 2000 € par mois, je pense, pour un début de carrière. Et si jamais certains sont intéressés, mes amis qui sont aux Maldives, eux, en général, ils sont en auto-entreprise. Donc, ça veut dire qu'on paye nos taxes nous-mêmes après être payés. Donc, c'est encore moins, finalement, dans notre poche à la fin du mois. Ils sont payés moins de 1000 € par mois. Donc, ça peut être entre 700 et 1000 € par mois, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, vivant aux Philippines, ton salaire te permet de bien vivre aux Philippines, mais si tu reviens en France, tout de suite, il y aura un choc drastique de ton pouvoir d'achat, quoi. Bah oui, c'est en dessous d'un SMIC, là. Donc oui, là-bas, je vis bien. En Asie, il n'y a pas de souci. Mais c'est clair que vivre en France avec ça, oui, non, c'est pas assez. Enfin, de toute façon, ça correspond pas à la légalité d'un travail français, du coup, comme c'est en dessous du SMIC. Mais ouais. Après, j'ai fait aussi... Enfin, ce qui m'a fait décider d'aller là-bas et d'accepter ce contrat-là, c'est que du coup, j'ai aussi beaucoup d'avantages. Mais ça, c'est lié juste à l'organisation pour laquelle je travaille. Par exemple, ils payent mes billets d'avion 2 fois par an pour visiter ma famille, pour rendre visite à ma famille en France. Ils prennent en charge mon visa, ils prennent en charge une partie de mon logement. Donc, c'est aussi beaucoup de frais que moi, j'ai pas à mettre du tout. Alors que si je devais payer tout ça en France, même si même si j'avais du coup un meilleur salaire là-bas, en fait, il y aurait bien déjà au moins 600-700 € de loyer, rien que pour un studio qui partirait. Et après, la nourriture, beaucoup plus chère aussi. Donc en fait, il faudrait rajouter presque 1000 € juste pour les frais de vie, quoi. Donc ouais, travailler pour des organisations comme ça internationales, ça peut potentiellement être intéressant pour certaines personnes en fonction de ce qu'ils recherchent, quoi. Il faut vraiment bien savoir un petit peu quels sont nos critères et savoir qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu aimes pour trouver l'organisation qui est intéressante, parce que je suppose que toutes ne sont pas forcément si intéressantes, quoi. C'est clair. Et surtout en biologie marine, ce qui est compliqué maintenant, c'est que pendant longtemps, enfin encore aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes pour financer la recherche, parce qu'évidemment, on fait que dépenser de l'argent, c'est pas très lucratif ce qu'on fait. Donc, niveau business model, c'est compliqué. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Et même avec les problématiques environnementales, aujourd'hui, les politiciens sont pas vraiment enclins à augmenter les budgets pour la recherche, pour la conservation, pour la protection environnementale de manière générale. Du coup, il y a un nouveau système là qui commence à vraiment beaucoup se développer, c'est quand les organisations, par exemple aux Philippines ou en Indonésie, donc des ONG, font venir des volontaires ou des stagiaires, mais en fait, ces volontaires ou ces stagiaires payent pour pouvoir faire du volontariat ou pour pouvoir faire un stage. Et donc, l'argent que ces volontaires ou ces stagiaires mettent De leur poche. de leur poche sert à financer la recherche,
ce qui en soi est super parce que du coup, pour les organisations, ils ont de la main-d'œuvre et leur financement. Euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on veut vraiment vivre de la biologie marine, bah, y a beaucoup d'offres qui sont juste du volontariat ou même encore pire, du volontariat où je dois payer pour travailler. Donc, je dirais que c'est assez compliqué de travailler sur, en tout cas dans les zones tropicales comme ça, vraiment sur les récifs, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent vivre, je pense. Parce que c'est cool pendant les vacances d'aller faire quelque chose d'utile, de faire... ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent beaucoup ou qui ont une très bonne image de la biologie marine, qui veulent tenter l'expérience, ce qui en soi, je comprends totalement. C'est juste du coup pour les plus jeunes qui m'écoutent, du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'aller vers ces organisations-là ou d'aller sur les tropiques, ouais, parce que du coup, il n'y a pas d'emploi, quoi, finalement. Il y a beaucoup d'offres de volontaires, donc, de volontariat. Moi-même, j'ai fait un stage comme ça, justement, pendant ma licence. C'était... Parce qu'en biologie marine, c'est compliqué de débuter sans avoir d'expérience. Mais du coup, comment est-ce qu'on a de l'expérience ? Ça va être un volontaire et le Ouais. volontaire qui paye, quoi. On peut faire ça. Ça peut être une option. Après, évidemment, il ne faut pas que ce soit de l'arnaque non plus. Moi, je l'ai fait en Indonésie et franchement, ça a valu le coup, genre 100%. C'est ce qui m'a ouvert des portes pour après travailler aux Philippines. Sans ça, j'aurais pas été acceptée aux Philippines de toute façon. Mais oui, après, c'est un budget. J'ai travaillé en parallèle de mes études pour pouvoir payer tout ça. Donc, tout le monde n'a pas la même chance, on va dire. De manière générale, je trouve que la biologie marine, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui, du coup, est accessible déjà à des personnes qui ont quelques moyens, ce que je trouve assez injuste de manière générale. Et c'est quelque chose dont je me rends vraiment compte maintenant, même après 3 ans passés en Asie, donc entre l'Indonésie et les Philippines. Ouais. Mais sinon, après, il y a aussi l'opportunité de faire des stages dans des laboratoires totalement normaux. Hein. C'est juste les places sont très limitées, du coup. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ces études? Parce que du coup, là, tu parlais que tu allais en Indonésie, aux Philippines et peut-être d'autres destinations. Est-ce que ça peut se faire en France? Oui, oui, totalement. Surtout qu'en plus, la France, on a beaucoup de dom-tom. Donc, on a des gros laboratoires ou des gros centres de recherche, des ONG, etc., partout sur le territoire, même en France métropolitaine. Il y en a beaucoup à Nice, il y en a dans la région de Bordeaux, il y en a dans le nord de la France aussi, un peu moins, mais il y en a. Il y a une grosse université pour la biologie marine, par exemple à Boulogne-sur-Mer, qui est assez reconnue quand même. Donc oui, il y a carrément la possibilité de faire ça plus à l'échelle locale. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour devenir biologiste marin. Mais en allant de Boulogne-sur-Mer, ce serait juste pas des coraux. Voilà. Ou alors, ce qu'on a maintenant, par exemple avec Nausicaa ou d'autres aquariums, c'est que avec le dérèglement climatique, les aquariums partout dans le monde collectent des fragments de coraux pour faire des banques génétiques. Comme ça, si jamais les coraux commencent à disparaître vraiment trop, on peut les réimplanter sur les récifs. Et donc, par exemple, on peut totalement travailler sur la génétique de corail d'Indo-Pacifique, mais à Boulogne-sur-Mer, ou en France métropolitaine, en tout cas, en laboratoire. Bah ouais, Je sais pas du tout j'ai aucune idée de si c'est chiant, si j'en dis pas assez, si j'en dis trop. C'est très bien. C'est très bien Ouais. parce que tu expliques avec des mots faciles. Moi, ce que j'aime, c'est que tu expliques la complexité. Tu vends pas du rêve, comme certains pourraient faire. Tu t'expliques bien que ton métier, il est intéressant, qu'il est chouette, qu'il est pertinent, mais qu'il y a des vrais freins. Et tu mets la réalité du métier. Moi, je trouve ça chouette. Ouais. Non, c'est vraiment très, très bien. Ouais. Bah, j'essaie de contraster parce que je le vois beaucoup sur Instagram, par exemple. J'ai un compte public où je poste des photos parce que j'aime la photo et donc forcément je poste beaucoup de photos sous l'eau, quoi, de l'environnement marin. Et j'ai beaucoup de personnes qui idéalisent ce que je fais et qui se disent mais oh, t'as la vie de rêve en fait. Et non. Enfin, il y a beaucoup d'avantages et je suis tellement heureuse. Enfin, j'ai trop travaillé pour ça et je suis trop contente d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et je pense que maintenant, les réseaux sociaux, de manière générale, ça se dit romantise. Ouais. Ils romantisent beaucoup le voyage, la vie à l'étranger de manière générale, et dans ce milieu plus précis, du coup, la biologie marine. Et c'est pas forcément, ça reflète pas forcément la réalité, de ce que c'est.
Donc, ouais, j'aimerais bien partager plus vraiment ce que c'est, quoi. Parce que c'est vraiment que le métier. Ouais, c'est ça, la réalité. Tu viens de dire un truc intéressant, c'est que du coup, tu prends tes propres photos quand tu vas sous l'eau. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu tes photos qui sont sous l'eau avec des raimentas, tout ça. Mhm. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des choses particulières sous l'eau? J'entends particulière, est-ce que, je sais pas, tu t'es fait frôler par une baleine? Est-ce que tu as cru que tu allais mourir? Est-ce qu'au contraire, tu as vu une chose incroyable où en fait, normalement, tu devais pas le voir et c'est magnifique? Mhm. Est-ce que voilà, tu as pu assister à des choses qui sont vraiment rares et vraiment incroyables en tant que biologiste marine, notamment quand tu plongeais, par exemple? Mhm. Alors, j'ai encore jamais vu de baleine sous l'eau, Pas malheureusement. encore. Pas encore, oui, il y en a là où j'habite, donc j'espère. Euh, mais alors, dans les choses très belles que j'ai vues, du coup, bon, les raimentas, les requins. T'as touché les requins? Non, on n'a pas le droit. Je sais pas, moi je le ferai jamais. Donc, Non, ne touchez rien de ce qu'il y a sous l'eau. est-ce que la règle, si vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas, c'est la Oui. règle de 100%. 100%, vraiment. Mais même si vous connaissez, ne touchez pas sous l'eau. Et encore plus, je dirais, sur les tropiques, parce que déjà, bon, ça peut faire du mal à l'environnement plus que ce que vous ne pensez. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui sont venimeux ou qui peuvent vous empoisonner, en fait, si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, ou parfois, ça ressemble. Il y a beaucoup d'espèces, par exemple, qui mimiquent, comment on dit en français, qui Imite. imitent d'autres espèces pour se faire passer pour une espèce qu'ils ne sont pas, que ce soit des plantes ou des coraux ou des poissons. Du coup, ne touchez pas, même si ça ressemble à un truc que vous connaissez, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout ça, quoi. C'est un piège. Du coup, dans ce que j'ai vu de beau, une fois, j'ai failli me prendre une raimanta dans la figure. Ah. Ça peut être une anecdote drôle, ça. C'est juste, elles peuvent pas reculer, les raimentas. Elles peuvent que nager en avançant et elles peuvent pas vraiment, enfin, elles peuvent nager très lentement, mais pas vraiment s'arrêter complètement non plus. Donc, il faut jamais vraiment être sur le passage d'une raimanta parce qu'elle peut, enfin, à part tourner, elle peut pas vraiment vous éviter, quoi. C'est pour ça que, par exemple, elles se font beaucoup attraper dans les filets de pêche qui sont laissés à l'abandon parce qu'en fait, il n'y a pas possibilité pour elles de faire marche arrière. Mais du coup, là, j'étais en train de guider une plongée en Indonésie et je me retourne juste pour vérifier que tout le groupe est là et que tout va bien. Et effectivement, tout va bien. Donc, je me retourne et là, une raimanta qui arrive. Je ne sais pas d'où elle est sortie, mais elle était là et elle allait droit sur moi et j'étais vraiment à 20 cm d'elle. Donc, si je m'étais pas retournée à temps, la pauvre, je l'aurais touchée pour le coup. Donc ça, c'est un beau souvenir quand même. C'est grand une raimanta parce que moi je vois l'image, dans ma tête j'ai l'image, mais j'ai pas du tout l'idée de l'envergure ou même du poids d'une raimanta. Alors le poids, j'avoue que je sais pas. L'envergure, alors il y a plusieurs espèces de raimanta. Là, on vient d'en découvrir une troisième, mais jusqu'à maintenant, il y en avait deux de décrites. Donc il y a la raie de récif, la raimanta de récif. Celle-là, elle fait environ, on va dire en moyenne, 3 mètres d'envergure. Et après, il y a les raies océaniques, donc les raimentas océaniques, et elles peuvent faire plus de 5-6 mètres d'envergure, quoi. Donc ouais. Toi, c'était quoi comme raie qui a une- failli te faire un câlin? Une raie de récif. J'ai pas encore vu les océaniques. J'aimerais beaucoup, mais pas encore. En tout cas, t'es en tout début de carrière, sait-on jamais. Ouais, Tu vas ouais. finir avec une selle en train de monter une raimanta et wouhou. Et bah, figure-toi que certaines personnes font ça avec les tortues. Ah. Ouais. Je ne savais même pas que c'était possible. Je savais pas non plus, pour moi c'était juste une blague en fait. Oui, exactement. Mais je vois que tu fais la blague. Mais en fait, figure-toi que certaines personnes ont pensé à faire ça. Alors, je veux pas que ce soit pris de la mauvaise façon, mais il y a beaucoup de Coréens, spécifiquement les Coréens, qui viennent aux Philippines pour voyager et pour faire de la plongée. Et là où j'habitais pendant un long moment, c'est vraiment que des centres de plongée avec des propriétaires coréens. Donc il y a une grosse communauté coréenne. Et ces Coréens, spécifiquement, du coup, factuellement, c'est des Coréens. Je suis désolée pour donner la nationalité ou quoi. Mais ils sont connus pour ils n'ont pas la même notion, je pense, de respect de l'environnement et la même éducation non plus. Et donc, souvent, c'est eux qui, du coup,
pour les réseaux sociaux et pour la photo, vont se mettre à califourchon sur les tortues à cet endroit-là et faire du rodéo de tortues, quoi. Et du coup, nous, par exemple, c'est dans l'aire marine protégée, donc l'un des enjeux aussi pour nous, c'est d'agir à ce niveau-là, ce qui est quand même un challenge. Parce que comment on fait ? Est-ce qu'on a une police sous l'eau pour gérer les plongeurs ? Mais ouais, du coup, ta blague est en fait réalité. Pas avec les ramantas, mais avec les tortues, les pauvres, qui sont en plus des espèces protégées. Mais donc, je ne l'ai jamais vu moi-même, mais on a beaucoup d'images de personnes qui font Vous ça. savez que les gens le font, mais vous n'avez pas les moyens ni les forces d'agir, quoi, à part faire de la prévention et le rappeler. Mais... C'est ça. Après, parce que nous, du coup, on est non gouvernemental. Donc, on travaille avec le gouvernement local. Et aux Philippines, chaque ville, qu'on appelle municipalité, gère leurs propres aires marines protégées. Et donc, en fait, c'est surtout le maire de la ville qui aurait le pouvoir de faire, en tout cas, des lois ou des règles pour gérer tout ça. Donc, ouais, en tant qu'ONG, nous, on n'a pas trop le pouvoir. On peut que faire des rapports et le donner au gouvernement et leur recommander des pistes d'action. Mais on peut pas agir nous-mêmes tout seuls, quoi, finalement. Ouais. L'idée, c'est si vous faites des analyses, des rapports, des retours, à voir s'ils en prennent considération ou pas. C'est ça. Donc, ça peut être une très belle partie du métier parce que du coup, certains maires de ville sont vraiment super intéressés, ils veulent faire que du bien. Ils ont conscience que ça aura un bon impact aussi pour leur population parce que beaucoup de gens aux Philippines dépendent des récifs, que ce soit par le tourisme ou par la pêche. Donc certaines personnes sont vraiment très réceptives à notre message et à notre travail. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Surtout de manière générale avec la corruption, que ce soit aux Philippines ou en France ou un peu partout dans le monde. S'il y a beaucoup de billets derrière, c'est compliqué à gérer, quoi. Donc il y a aussi toute une partie très très politique en fait du métier. J'ai des collègues, les managers des aires marines protégées, c'est des politiciens en fait, finalement. Donc ça fait partie du métier. Même moi, je dois rencontrer parfois le maire de la ville aux Philippines, aller dans des meetings officiels, présenter les rapports de façon très très officielle et le faire essayer d'adapter le discours pour justement être compris et bien perçu par des politiciens et par des économistes, pas du tout des environnementalistes, du coup, des gens qui parfois n'ont aucune notion de science de manière générale. Donc c'est aussi un challenge du métier de pouvoir adapter son discours à une audience différente et pouvoir vraiment convaincre les gens de manière générale, quoi, que même pour eux, finalement, ça aura un mauvais impact dans le futur s'ils continuent à faire tout ce qu'ils font, quoi, finalement. Tu viens de dire un truc intéressant, c'est l'impact sur le futur. Toi, aujourd'hui, avec les analyses que tu fais, avec tes constatations, avec tes plongées, comment tu envisages le futur ? Est-ce que tu vois vraiment la dégradation environnementale ? Est-ce que tu la vois pas tant ? Est-ce que tu es plutôt positive, négative ? Comment tu envisages le futur aujourd'hui ? Alors évidemment, c'est toujours dur à dire. D'un point de vue strictement scientifique, aux Philippines, on voit que dans tout le pays, alors déjà, c'est l'endroit de la planète où il y a le plus de biodiversité marine. Biodiversité, ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'espèces, que ce soit en poissons ou en coraux. Et les récifs coralliens, de manière générale sur la planète, c'est eux qui représentent plus d'un quart de toutes les espèces marines connues. Alors que pourtant, ça représente moins de 1% des océans sur la planète. Donc c'est énorme. Et donc vraiment, les Philippines, c'est un centre pour cette biodiversité-là. Donc c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'enjeux qu'il faudrait vraiment protéger pour protéger toute la planète finalement, parce qu'après, tout est lié, surtout dans l'océan. Et après, ce que je vois, moi, sous l'eau, c'est que tout est dévasté, honnêtement. Il y a des très très beaux récifs, des très très beaux endroits, encore. Mais il y a énormément d'endroits qui... Parfois, c'est un peu comme nager sur un cimetière, quoi. On voit vraiment les cadavres des coraux, en fait. On voit leurs squelettes qui restent là.
Ça peut être par plusieurs raisons. Soit c'est par rapport à la pêche intensive, ou la pêche illégale, qui est encore un gros problème en Asie de manière générale, en Europe aussi et en France aussi, hein, d'ailleurs. Par exemple, comme pêche illégale, on peut avoir soit l'utilisation de poisons, ce qu'on appelle en anglais le cyanide fishing. Donc vraiment, on utilise le cyanide pour empoisonner les poissons, comme ça, hop, ils remontent à la surface. Et on a pu... Voilà, c'est facile, en fait. C'est facile de les attraper, ouais. Le problème, c'est forcément qu'après, il n'y a plus de poissons, donc ils ne peuvent plus se reproduire. Donc il n'y a juste plus de poissons, quoi. Ils ne peuvent pas revenir. Et après, il y a une autre méthode de pêche qui est très utilisée aussi en Indo-Pacifique, de manière générale, c'est la pêche à la dynamite. L'idée, c'est de lancer un bâton de dynamite, ça explose, et voilà, tout meurt, et après on récupère tout, quoi. Mais je croyais que c'était que dans les Simpsons, ça. Je savais Non. pas que ça existait pour de vrai. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est très utilisé. Alors, après, du coup, dans les aires marines protégées et en dehors, parce que c'est interdit légalement aux Philippines, on a des rangers. Je travaille beaucoup avec certains de mes collègues qui, du coup, sont vraiment des rangers. On travaille avec l'armée aussi pour faire des patrouilles en mer et pour vérifier que ça n'arrive pas. Évidemment, il y a des centaines d'hectares d'aires marines protégées ou même d'océans. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Et on ne peut pas être partout tout le temps non plus. Mais ouais, du coup, c'est une grosse méthode de pêche en Indo-Pacifique. T'es pas le premier à être surpris. C'est vrai que j'ai déjà eu cette conversation parfois. Et ouais, c'est vraiment... L'idée, c'est de lancer un bâton de dynamite. Et du coup, évidemment, la pêche est très bonne parce que tous les poissons... Ils explosent pas forcément, mais c'est juste avec l'onde de choc sous l'eau. Les poissons sont très sensibles de manière générale. Ils n'y survivent pas et remontent à la surface. Et voilà. Et je suppose que même s'ils y survivent, ils sont, je sais pas s'ils sont évanouis ou ils sont shootés ou... Oui, c'est ça. En fait, ils peuvent être désorientés de manière générale. Donc après, pour les pêcheurs, c'est beaucoup plus facile de les récupérer, quoi. Le problème aussi, c'est que si on fait ça sur des récifs coralliens, évidemment, le corail explose. Le problème avec le corail, c'est que ça grandit très lentement. Par exemple, pour les espèces les plus rapides, elles augmentent environ de, on va dire, 1 cm par an. Mais c'est vraiment quand c'est très rapide. Parfois, c'est moins d'1 millimètre. Donc, si vous allez en vacances sur les tropiques, peu importe où, et que vous voyez les coraux, s'il y a des grosses colonies de plusieurs dizaines de centimètres, sachez qu'elle est peut-être plus âgée que vous, en fait, et que ça prend vraiment très, très longtemps pour grandir. Il y a aussi le fait qu'une fois que le corail a explosé comme ça, ou qu'il a été détruit de manière générale, les algues recouvrent tout. Parce que les algues arrivent très très vite sur n'importe quel type de support, que ce soit des rochers ou des coraux qui viennent de mourir. Et une fois que les algues sont là, les larves de corail ne peuvent pas se développer, en fait. Elles n'arrivent pas à s'accrocher sur le substrat. Et donc, le corail ne revient jamais, finalement. C'est pour ça que, par exemple, la restauration corallienne, dans ces endroits-là, peut être intéressante. C'est très débattu encore dans le milieu scientifique. Mais dans ces contextes-là, une fois qu'on arrive à protéger la zone, qu'il n'y a plus de pêche à la dynamite et qu'il y avait un récif qui n'existe plus, on peut travailler, par exemple, avec des structures soit en métal, soit en béton, pour ramener des nouvelles colonies de coraux, quoi, pour que ça se redéveloppe. Mais sans ça, ça se développe plus, en fait. On a complètement perdu le récif, quoi, et il n'y a pas de retour en arrière. Est-ce que nous, en France, voilà, nous, pour celles qui ne savent pas, on enregistre à Lille, sur la métropole lilloise, dans le nord de la France. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir un impact? Est-ce que peut-être pour ceux et celles qui veulent s'engager ou qui veulent aider, on peut avoir un poids pour lutter contre ça? Ou juste non, et c'est nos politiques qui font et c'est tout? Si, carrément. Tout le monde a un rôle à jouer. Surtout, je pense qu'on sous-estime tous le dérèglement climatique et notre impact personnel. Une des raisons, par exemple, pour laquelle le coraux meurt, il y a déjà la pêche illégale, mais il y a aussi les typhons de manière générale. Les typhons aux Philippines, c'est le pays au monde où il y a le plus de typhons par an. Il y a une moyenne de 20 typhons par an. Mais donc c'est quelque chose de naturel. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique de manière générale, il y en a de plus en plus et de plus en plus fort. Et donc, ces typhons-là
trop forts arrivent sur les côtes des Philippines et détruisent les coraux aussi. Donc il y a beaucoup d'endroits là dans mon travail où je vois certains cimetières de coraux, comme je les appelle, c'est pas forcément que la pêche illégale, c'est aussi juste le dérèglement climatique et les typhons. Et comme je le disais, du coup, c'est lié au réchauffement climatique. Et ça, tout le monde peut avoir un impact là-dessus. Juste par des petits gestes, par exemple. Si on compare le secteur de l'aviation et le secteur de l'agriculture de manière générale, à l'échelle individuelle, devenir végétarien, ça a beaucoup plus d'impact que de ne pas prendre l'avion, par exemple. Donc, si vous commencez juste, je ne dis pas qu'il faut devenir végétarien, mais juste à réduire la consommation de viande, ça aura déjà un impact positif. Parce que le problème, c'est qu'en Europe, on consomme beaucoup trop de viande de manière générale. Même rien que pour la santé, l'OMS recommande 3 fois par semaine de la viande rouge. Certaines familles en consomment 2 fois par jour. Et ouais, plus que 3 fois par semaine, ça a été prouvé que ça cause des cancers, quoi, après. Donc finalement, pour vous, votre santé personnelle, pour la planète, ça a un impact. Prendre moins l'avion, évidemment, aussi, on l'entend toujours. C'est aussi important. De manière générale, vos déplacements ici, en France, votre mode de vie a un impact sur le climat là-bas aux Philippines. Évidemment, il y a une grosse part de politique. Ce que j'entends souvent, l'argument que j'entends souvent, en tout cas, quand je parle de ça avec les gens en face à face, c'est que les gens sont un peu défaitistes. Ils me disent oui, mais de toute façon, nos politiciens font rien. Et de toute façon, vous voyez, Taylor Swift, elle prend l'avion 3 fois par jour. Et moi, mon impact personnel, c'est pas moi qui pollue, quoi. Et je suis d'accord que... Bon, là, c'est mon opinion personnelle, du coup. Je suis totalement d'accord que les plus riches, c'est prouvé que c'est eux qui polluent le plus de manière générale. Les politiciens ont un énorme rôle à jouer, c'est clair. Après, ça ne veut pas dire que notre mode de vie ne pollue pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi notre responsabilité de manière générale. Si on attend que ce soit les plus riches qui fassent tout et que nous, en attendant, on reste avec notre mode de vie actuel, de toute façon, ça ne marchera pas non plus, quoi. Parce que même rien qu'avec la surconsommation qu'on a aujourd'hui, ça, c'est pas les plus riches qui achètent chez Shein, j'ai envie de dire. Et ça a un vrai impact. Je vois aussi, je sais pas si vous avez vu, si tu as vu de manière générale les études qui sont sorties après le Covid. Il y a des études qui ont évalué l'impact au niveau du CO2 émis dans l'atmosphère, etc., du Covid. Et en fait, comme tous les déplacements de tout le monde a été tellement réduit, mais surtout, ils ont regardé les déplacements individuels, donc par exemple prendre la voiture, ils ont vu des améliorations incroyables. Et en fait, ça a donné un élan de positivité ou d'optimisme en se disant que finalement, si tout le monde s'y met, ça a un impact aussi. C'est vrai que je me souviens, lors du Covid, avoir vu des photos de Venise qui disaient que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu une eau si claire et où aller à travers. Et qu'en fait, à peine le Covid terminé, bon, on va pas débattre si terminé, pas terminé, c'est pas le sujet, quoi. Mais je veux dire, à peine la crise du Covid terminée, l'eau de Venise est redevenue sombre comme elle l'a toujours été, alors qu'en fait, on a eu la preuve qu'en 3-4 mois d'arrêt ou de grosses diminutions, en fait, ça change tout de suite, quoi. C'est ça. Après, c'est clair que le problème, c'est que pendant le Covid, c'était exceptionnel et que ça correspond plus trop à notre société actuelle, quoi. On va dire, l'idée, c'est pas de revenir au Moyen-Âge non plus. Et ça, c'est souvent l'argument qui revient, quoi. Donc évidemment, on va continuer à consommer. Le truc, c'est qu'il faudrait consommer mieux, consommer plus intelligemment, parce que ça, c'est possible. On a des solutions, on a des alternatives. Tu vois, un autre argument que j'entends souvent, par exemple, c'est les gens qui achètent de la fast fashion, et surtout chez Shein spécifiquement. Ils disent oui, mais c'est parce que c'est pas cher et moi, j'ai pas d'argent. Sauf que quand on regarde les études, au niveau des chiffres et des consommateurs qui vont chez Shein, en fait, c'est pas les pauvres qui vont là-bas, c'est des gens qui achètent beaucoup en fonction de la mode et qui du coup vont acheter plusieurs fois par mois des trucs qu'ils ne reporteront plus. Et en fait, ça correspond à la classe moyenne, quoi, la majorité des achats. Donc je dis pas que c'est tout le monde, mais de manière générale, en fait, finalement, c'est pas les pauvres, entre guillemets, qui achètent chez Shein, c'est vraiment des gens qui auraient les moyens d'acheter mieux et moins, mais qui ne le font pas parce que ça correspond pas à la mode, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un système de manière générale qui nous pousse à consommer des trucs dont on n'a même pas besoin, quoi. Et ça, ouais, il faut...
Je me dis que si on a une prise de conscience un peu plus collective, dans ces cas-là, dans les prochaines années, ça peut aller mieux, quoi. Le problème, c'est que ça touche à la liberté personnelle et que beaucoup de gens... Enfin, c'est plus facile, en fait, de dire... de faire l'aveugle, finalement, de manière générale. Enfin, pour ça ou pour d'autres problématiques, j'imagine, c'est très humain. Hein. C'est pas un jugement, c'est juste... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se dédouanent de la situation parce que c'est plus facile, ouais, parce que ça touche au confort, ça touche aux habitudes. Il faut adapter tout ça. Après, ouais. Après, je dirais, l'idée, c'est pas de tout changer du jour au lendemain. Déjà, n'importe quel geste qu'on peut avoir tous à notre échelle, juste par exemple, réduire un peu la consommation de viande. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, le lundi, être végétarien, ça a déjà un impact. Donc, on n'est pas végétarien. On peut encore manger de la viande. On peut encore se faire un gros steak frites, un gros burger, peu importe, tu vois, vraiment kiffer, quoi. Mais ça a déjà un impact réduit sur la planète. Et après, on commence par ça, et après, petit à petit, potentiellement réduire encore plus. Mais ouais, chaque geste a de l'impact, en fait. Il n'y a pas besoin... Je trouve qu'il y a une grosse pression des écologistes où il faut être parfait. Tu sais, où ils sont un peu extrêmes dans le sens où si t'es pas parfaitement vegan, si t'as acheté 7 paires de chaussures là, bah du coup, t'es pas un vrai vegan et tout ça. Et enfin, c'est pas le but. Personne n'est parfait. Personne ne peut être parfait non plus parce que notre monde actuel, en tout cas en Europe, il correspond pas... Il n'est pas respectueux de la nature de manière générale. Peu importe ce qu'on fait, ça a un impact. Mais on peut choisir d'avoir un impact réduit. Voilà, c'est un message que je peux faire passer dans ce podcast. C'est ce que j'aimerais dire, quoi. Ce que j'entends, en fait, c'est juste... l'idée, c'est pas de se tirer une balle en disant « Mon Dieu, on peut rien faire ». Et c'est pas non plus de se limiter drastiquement, mais c'est de faire garder notre mode de vie, mais de façon plus intelligente. Ouais. Consommer de la viande de manière plus intelligente, donc pas tous les jours, 3 fois c'est même trop, peut-être 1 fois par semaine, comme tu viens de dire, c'était très bien. Nos habits, est-ce que finalement on a vraiment besoin d'acheter autant, ne pas acheter Shein, les fast fashion et plein de choses? C'est continuer à vivre, mais vivre plus intelligemment. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de tout abandonner, quoi. On peut le faire de façon plus respectueuse. Exactement. Cassandre, je te propose qu'on s'arrête sur ça pour aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que tu avais un Insta où tu mettais des photos. Est-ce que si tu as envie de nous le partager, où est-ce qu'on peut te retrouver pour retrouver tes photos? Peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont des questions supplémentaires à te poser sur ton métier, sur plein de choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, par exemple? Ouais, carrément. Donc, mon compte, c'est Cassiopée, avec Si comme la mer en anglais, SEA. Et ouais, avec plaisir. Enfin, s'il y a plus de questions, y a pas de problème. Je peux y répondre avec plaisir. Cassandre, un très grand merci d'être venue ici, d'avoir pu présenter ton métier, voir un peu ton quotidien aux Philippines, mais aussi parler un petit peu de comment tu vois le monde qui évolue et pouvoir, j'espère, amener des questionnements chez des personnes qui s'en posent pas forcément, ou justement rassurer certaines personnes qui se questionnent. Encore un grand merci. Merci de m'avoir eu sur ce podcast. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et en parler à vos amis, à votre famille et à qui vous voulez, mais que en disant du bien. Et surtout, dites que Dimitri est un gars génial. Vraiment. Moi, je veux bien. N'oubliez pas, si vous souhaitez venir prendre la parole, c'est avec grand plaisir. Envoyez-moi un message sur Instagram à Simple Podcast, tout simplement, ou par mail à simplepodcast.contact@gmail.com. En attendant, je vous souhaite que des bonnes choses, que du beau soleil, si vous aimez le soleil, que de la pluie, si vous aimez la pluie, que votre plaisir, que du bien. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.